S'il vous plaît, la Commission des relations avec les citoyens reprend ses travaux. Nous poursuivons les auditions publiques dans le cadre de la consultation générale sur le cahier de consultation intitulé « La planification de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027 ». Cet après-midi, nous entendrons les organisations suivantes. Le Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec, que je vois devant moi. Bienvenue, Mesdames, Messieurs. Le groupe Orientation Emploi, Axtra, l'Alliance des centres conseils en emploi, ainsi que le réseau des services spécialisés de main-d'œuvre. Donc, je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Vous aurez 10 minutes pour présenter l'essentiel de votre mémoire, vos recommandations, somme toute, et ensuite, nous allons échanger avec les parlementaires. Mais je vais aussi vous demander, dans ces 10 minutes-là, de vous présenter. Alors, le temps est à vous. Merci. Bonjour. Merci, Madame la Présidente. Merci de nous accueillir à votre commission. Alors, effectivement, il me fait plaisir pour le réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles d'être ici présent. Mon nom, c'est Daniel Pellerin. Je suis président du conseil d'administration. À ma droite, Mme Mélanie Gauvin, directrice adjointe. Michel Pilon, M. Michel Pilon, directeur général. Puis Mme Denise Gagnon, vice-présidente finances. Alors, en deux mots, le réseau d'aide, on a entendu parler un peu dans les médias récemment, mais tout d'abord, c'est un ensemble d'associations citoyennes qui se sont regroupées pour se donner une force nationale au niveau du Québec. Et puis, la mission principale, évidemment, c'est d'accueillir les travailleurs migrants agricoles dans les fermes, tout ça. Qui viennent travailler dans nos fermes, les accueillir, les accompagner aussi, les soutenir à travers les diverses situations de vie qu'ils vivent. Puis, évidemment, bien, ça va jusqu'à la défense collective des droits. En plus, bien, on souhaite que la société québécoise développe un sentiment de sympathie et de respect d'abord et de sympathie à leur égard. Puis même, tant mieux si ça peut aller jusqu'à un mouvement de solidarité. C'est un travail à travers les médias, c'est un travail d'abord un travail directement auprès des travailleuses et travailleurs étrangers temporaires, un travail aussi auprès des médias, de la population générale, puis aussi au plan des institutions concernées, notamment les institutions politiques. Bon, je pense que ça fait le tour de la présentation. Je donnerai la parole maintenant à Mélanie pour le reste de la présentation. Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir. D'entrée de jeu, ce qu'on souhaiterait un peu mettre de l'avant avec vous, c'est qu'on est dans des consultations sur des seuils d'immigration. Et pourtant, il y a toute une frange qui fait partie de notre système d'immigration qui est complètement mise à l'écart dans ces consultations-là. Et on parle des travailleuses, travailleurs étrangers temporaires. Moi, je vous amènerais à regarder le recueil statistique qui a été fourni en même temps que le document de consultation sur lequel on vient témoigner aujourd'hui. À la page 85, on a un très beau portrait sur une base annuelle du nombre de permis de travail temporaire qui sont émis. En 2016, il y avait 12 200 permis qui avaient été délivrés, des permis de travail temporaire. En 2023, on est à 38 500 permis délivrés de travailleurs étrangers temporaires. Donc, quand on se questionne et qu'on se consulte sur des seuils d'immigration, est-ce qu'ils vont être de 40 000, 50 000 ou 60 000? Je pense qu'on ne peut pas non plus passer à côté que, bien, en 2022, il y en avait près de 40 000 qui avaient des permis temporaires de travail. Donc, ils doivent être inclus dans ces consultations-là. On doit en tenir compte par la suite, pour la suite des travaux. Et je vous dirais que seulement que par le RATMAC, on en a accueilli 17 500 à l'aéroport de Montréal depuis le 1er janvier 2023. Donc, ça ne tient pas compte de ceux qui sont arrivés avant, mais on a une très bonne comptabilisation statistique des travailleurs qu'on rencontre depuis le 1er janvier et on est à 17 500 en date d'hier. Alors, aussi, ça m'amène à souligner l'importance du financement des organismes qui interviennent auprès de ces travailleurs et
Également, si on peut se permettre de dire l'importance aussi d'aller récupérer les fonds fédéraux pour qu'ils soient remis à des organismes du Québec et non répartis par des organismes qui assurent la transition de ces sommes-là. Donc, l'importance d'aller chercher des sommes aussi accordées par le fédéral pour les ramener et les injecter dans les bons organismes ici au Québec. Alors, Michel Pilon, directeur général du RATMAC, je fais une autre partie. Moi, je m'occupe beaucoup des questions de droit de ces travailleurs-là. On les défend d'ailleurs devant les tribunaux, donc tribunal du travail principalement, et on dépose des plaintes aux normes et les cas d'accident de travail non déclarés. C'est plus de 522 dossiers actuellement au RATMAC qu'on a travaillé au cours de la dernière année, ce qui est même énorme. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg, dans le sens que les travailleurs, en général, ont peur de déposer des plaintes parce que, justement, ils ont des permis fermés. Et de là, mon propos sur les permis fermés, le RATMAC veut l'abolition des permis fermés. Pour nous, c'est de l'esclavagisme moderne, tel que dit par le rapporteur général. Tout dernièrement, d'ailleurs, le RATMAC a fait des représentations auprès du rapporteur général le 2 septembre dernier. Autre chose aussi qu'on demande, c'est bien sûr la promotion, bien sûr, des droits des travailleurs. Les informer de leurs droits, c'est important. C'est ce qu'on fait d'ailleurs à l'aéroport de Montréal en leur donnant un agenda que je peux d'ailleurs vous montrer ici. Un bel agenda avec toutes les informations, avec des codes QR sur les droits ici au Québec. Ça leur permet aussi de mettre leurs heures de travail, parce que si jamais il y avait une problématique devant les tribunaux, quand c'est pris d'une façon contemporaine, c'est considéré comme une preuve. Alors, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Autre chose aussi, on demande aussi la régularisation des personnes. Nous sommes d'accord et bien sûr à cette régularisation-là. On souhaite bien sûr un statut plus large, inclusif et permanent pour les travailleuses et travailleurs migrants agricoles et de la transformation alimentaire. Beaucoup, malheureusement, se sont retrouvés comme des sans-papiers du jour au lendemain à cause du système de permis fermé. Et malheureusement, on est obligé souvent, ils sont obligés de travailler au noir. Comme par exemple du côté de la ferme Jean Lemay, là, je ne sais pas si vous avez vu la facture cette semaine, ça a été assez éloquent de la manière qu'on traite ces personnes-là. Malheureusement, M. Lemay continue encore ses frasques. Si vous allez encore à Saint-Jude, il y a encore des autobus de travailleurs qui n'ont aucun permis de travail et qui vendent un peu partout, bien sûr, encore aujourd'hui. Enfin, on parle bien sûr d'accorder à l'ensemble des travailleurs étrangers un accès égal et inclusif à la résidence permanente. Ce que nous souhaitons, c'est que ces travailleurs puissent avoir accès. Et je vous donne un exemple comme Eddie dans le film Essentiel, qui a été ici pendant 10 ans, qui a appris le français, qui a réussi son niveau 8 et qui n'a pas accès à la résidence permanente, qui voudrait que sa famille vienne vivre ici. Et je pense que c'est un candidat qui serait très intéressant pour le Québec. Alors, c'est quand même quelque chose d'important. Et quand on parle de régionalisation, il est dans les régions. Alors, ces enfants iraient étudier dans des écoles francophones, dans des villages francophones. Ils deviendraient des francophones du jour au lendemain. Enfin, je vais conclure avec ça. Nous demandons, bien sûr, une augmentation progressive là, de la résidence permanente en 2024. On souhaiterait qu'on augmente, bien sûr, le nombre d'immigrants ici au Québec. Moi, je pense que c'est une question aussi par rapport au reste du Canada, où le Québec pourrait perdre, dans le fond, aussi son poids démographique par rapport au reste du Canada. C'est quand même important qu'on le fasse, mais qu'on le fasse bien avec la francisation. Le niveau de français que nous souhaitons, on souhaiterait un niveau 4 pour les travailleurs, bien sûr, agricoles. Il faut comprendre que on n'a pas besoin d'un niveau 7 là, pour un travailleur agricole qui travaille dans le champ. Là. Un simple niveau 4, un français fonctionnel pour pouvoir travailler, je pense que ça serait pour nous suffisant. Je te laisse aller. Merci. Merci. Bonjour, Denise Gagnon. Je suis vice-présidente par intérim. On sort en fin de semaine de notre Assemblée générale, donc on a des renouvellements au CA. Moi, j'ai une expérience beaucoup en solidarité internationale, fait qu'à ce titre-là, évidemment, je suis en appui là, au conseil d'administration sur les questions de normes fondamentales du travail et les conventions internationales. D'ailleurs, cette année, on organise au mois de décembre, le 18 décembre, Jour mondial des travailleurs migrants, une conférence internationale sur le sujet.
dans le cadre du 20e anniversaire de la Convention non ratifiée par le Canada sur les droits des travailleurs migrants et de leurs familles. Donc, il y aura des invités du Guatemala, du Mexique et tout ça. Donc, à ce titre-là, évidemment, vous allez constater dans le mémoire, on demande la ratification. Le Québec siège à côté du Canada à Genève. Moi, j'y ai été quelques années, donc je sais qu'on a notre voix aussi concernant les normes fondamentales du travail et qu'on peut influencer le gouvernement canadien sur ces questions-là, et notamment les travailleurs et les employeurs pour ce qui est du travail. Donc, les conventions 97, 143... sur les permis, on est enchanté cette semaine de constater une certaine ouverture à des alternatives aux permis fermés, parce que c'est vraiment un modèle toxique, puis pas juste au Canada, dans d'autres pays aussi, qui amène les travailleurs à ne pas dénoncer les sévices qu'ils subissent, ou les abus, ou les problèmes de droit et tout ça. Et puis, à cet égard-là, on remercie beaucoup le ministère de l'Immigration qui soutient notre travail aussi. On a plusieurs autres financements, mais on arrive quand même de l'aéroport jusqu'à leur retour à les accompagner là-dedans. Et ça nous permet d'appuyer les démarches du Québec dans l'application des droits, comme Michel l'a mentionné. Donc, on va vous laisser les questions. Sur la question du français, moi, je ne suis pas une spécialiste de la question, mais je sais très bien qu'on a dans nos rangs, puis même à notre conseil d'administration, on a un travailleur étranger qui a appris son français par les trucs Internet, les lingots, tout ça. Et puis, un français excellent, il a travaillé dans plusieurs fermes, autant à Rimouski qu'à Chicoutimi. On a été faire la tournée à Saint-Félicien, et les gens veulent s'intégrer, ils sont déjà dans les régions. Alors, si j'en crois M. Dermott qui nous dit récemment dans l'actualité que régionaliser, c'est difficile, bien, nous autres, avec les travailleurs qu'on représente actuellement, ils sont dans les régions, ils sont associés aux différents groupes de la société civile, que ce soit des fois au niveau religieux, on le sait, au niveau de l'Amérique latine, c'est une communauté très pratiquante, des fois c'est par ce réseau-là ou d'autres réseaux. Donc, on vous invite à considérer sérieusement cette masse de personnes qui veulent être ici, qui veulent continuer à travailler, et ne pas négliger la question de la réunification familiale, parce que c'est un défi majeur là, quand tu laisses tes enfants puis tu ne les vois pas avant qu'ils soient rendus à l'université. Là, ça pose un problème là, sérieux de santé mentale aussi pour ces personnes. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, sans plus tarder, je vais me tourner du côté de la ministre qui a laissé un petit peu le temps aller là, pour vous laisser terminer votre présentation. Alors, Madame la ministre, il vous reste 14 minutes 56 secondes. Merci beaucoup, Madame la présidente. Merci, un grand merci à vous quatre. Je suis très contente d'avoir l'occasion de vous revoir. On s'était rencontrés déjà à nos bureaux, et M. Pilon aussi, lors de mes rencontres régionales en région. On s'est revus quelques fois, donc merci beaucoup. Et surtout, merci pour votre travail. Merci pour votre engagement, parce que vraiment, vous travaillez à diffuser une information qui est cruciale pour la qualité de vie des personnes qui viennent travailler ici de manière saisonnière. Donc, un immense merci pour ça, parce que ça joue positivement sur des parcours de vie, des trames de vie. Puis je pense que vous permettez de mieux faire connaître la société québécoise dans ce qu'elle a à offrir en termes de protection des droits. Et ça, c'est important, que les gens associent le Québec à une protection des droits pour des travailleurs étrangers également. Donc, un grand merci pour ça. Bien contente que vous participiez à cet exercice. Vous nous l'aviez annoncé, M. Pilon, que vous alliez être là. Alors, on y est. Et merci aussi pour votre appui, vos commentaires positifs là, sur la démarche que l'on a entreprise avec le comité des partenaires du marché du travail. C'est un exercice qui va être important de mener et de voir à bien identifier l'ensemble des alternatives, des impacts, d'une part, dont vous nous parlez régulièrement, des permis de travail fermés, des situations de vulnérabilité que ça peut faire surgir, et puis également des alternatives, des voies de solution qu'on pourra considérer. Nous, c'est sûr que par la suite, on verra travailler ça avec le fédéral, qui est celui donc, qui émet les permis de travail. Donc, il y a des discussions importantes qui seront à tenir par la suite, mais au moins d'avoir un portrait clair sur les outils qui sont à notre disposition pour des alternatives. Ça va être un exercice important. Donc, merci pour ça. Je vous amène à partir d'ici sur votre mémoire. En fait, vous avez vu notamment qu'avec le programme de sélection
des travailleurs qualifiés, le PSTQ, qui remplacera le PRTQ. On a vraiment veillé à développer une passerelle qui permettrait à des gens pour qui la résidence permanente actuellement est très difficile d'accès, d'avoir un pont, une passerelle, donc, qui les mènera vers la résidence permanente. Donc ça, c'est une création qu'on a présentée au printemps dernier. J'aimerais vous entendre sur la réelle possibilité que ça offrira, de votre point de vue, pour les personnes qui ont des compétences manuelles et intermédiaires pour atteindre la résidence permanente. Puis, on a justement veillé à moduler la connaissance, les exigences en matière de français. Donc, on les a rabaissées au niveau 5 pour la connaissance orale. Et il n'y a pas d'exigence pour la connaissance du français écrit qui soit associée donc aux professions à compétences soit manuelles ou intermédiaires. Donc, est-ce que pour vous, d'une part, vous voyez ça positivement et quel est l'impact que vous prévoyez là, quant au développement de ce volet 2 du PSTQ? Du niveau 4. Bien, grosso modo, le ministre, que ce soit le niveau 5 ou le niveau 4, on parle du niveau 4, nous, parce que dans le reste du Canada, c'est un niveau 4 qu'on demande. Alors, pourquoi ce serait différent au Québec? Mais là, pour ça, si c'est à cause du français, j'ai pas de problème. Si vous me parlez que le niveau 5, c'est seulement l'oral, c'est déjà quelque chose d'intéressant. À l'écrit, il n'y a rien de prévu. Oui, tout à fait. Au niveau de si jamais il coulait uniquement au niveau de l'écrit, là, je me poserais des questions. Mais je pense que ce qu'on a besoin au niveau de ces travailleurs-là, c'est un français fonctionnel oral, tout simplement. Et de ce côté-là, on est prêt à reconnaître cette partie-là, sans aucun problème. Comme je vous dis, d'emblée, avant, ces travailleurs-là n'avaient même pas accès à la résidence permanente. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'ils l'aient. Comme je vous dis, je pense que vous avez vu le film Essentiel, Eddie a vu sa famille 3 mois sur 10 ans. C'est pas normal. Écoutez, il est ici 11 mois et demi par année à travailler et il retourne 2 semaines. C'est 2 semaines de vacances, ou quand il y a eu 3 ans, c'était 3 semaines. Là. Il retournait 3 semaines, mais c'est pas une vie familiale, ça. Lui, ce qu'il veut, c'est de voir sa famille, voir ses enfants apprendre le français puis de venir vivre ici. Puis je pense qu'il a fait un très bon travail. Il a prouvé ici aux Québécois qu'il avait sa place ici. Et c'est dans ce sens-là que je souhaite cette ouverture-là vers les travailleurs temporaires, tout simplement, et de bas salaire. Parce que, bien sûr, on parle, bien sûr, ces travailleurs-là de bas salaire. Parce qu'on en a autant besoin d'eux que des universitaires, puis des ingénieurs et tout ça, là. Je pense qu'on a autant besoin d'eux qu'on a besoin de médecins, puis d'ingénieurs ou d'infirmières ou de préposés aux bénéficiaires. Ouais. Donc, c'est dans ce sens-là, on veut, dans le fond, qu'on reconnaisse le droit à tous les travailleurs temporaires, quelle que soit la manière qu'ils sont arrivés ici ou sur quel programme, à la résidence permanente. On est très conscient qu'il faut qu'ils prennent le français. Puis moi, je suis un francophile, j'y crois aussi. Moi, je pense qu'un immigrant doit apprendre le français lorsqu'il vient vivre au Québec. Et ça fait partie, bien sûr, de notre ADN. D'ailleurs, peut-être, tu pourrais peut-être en rajouter peut-être un petit peu plus. J'aurais peut-être quelque chose à compléter. Si je peux me permettre aussi de dire que ça va être important. On a beau dire qu'on abaisse le niveau de français et que ça va être un français oral et non écrit, mais il faut aussi donner des moyens aux entrepreneurs, aux entreprises, à nos agriculteurs d'être capables d'accorder des temps de francisation. Il y a des programmes, il y en a un récent, entre autres, où est-ce qu'on peut libérer des gens pour qu'ils puissent faire de la francisation en milieu de travail. Mais les programmes, bien qu'ils peuvent exister, il faut qu'ils soient utilisés. Et donc, il y a du travail à faire à ce niveau-là, ce qui n'est pas du ressort de notre mission à nous. Mais même obtenir un niveau de français 5, c'est quand même... il y a quand même des niveaux de difficulté de liés à ça. Pour des travailleurs qui vont faire des 15 heures par jour, des 60-70 heures par semaine, trouver les 3 heures par jour nécessaires à faire un peu de francisation, ça peut s'avérer difficile. Le processus peut être long, même si c'est seulement qu'à l'oral. Donc, il faut absolument que ces programmes-là soient mis en œuvre ou que des programmes spécifiques de mise en œuvre. Il y a de la grille-francisation, oui, mais il faut encore développer davantage pour qu'ils puissent réussir à obtenir leur niveau de français. Madame. C'est une chose que la COVID nous a appris, parce qu'on sort d'une période quand même assez difficile là, sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, c'est que la question de la sécurité alimentaire implique aussi des travailleurs qualifiés. On a beau dire bas salaire, non qualifiés, mais il en demeure pas moins. Et puis ça, on s'entend à la table de concertation avec l'UPA et les différents partenaires que
c'est un travail qualifiant. C'est soit travailler dans une ferme ou dans une usine de transformation alimentaire, ça exige des qualifications professionnelles aussi. Ça fait que je veux juste pas tomber dans « c'est pas des travailleurs qualifiés ». Non, ils ont leurs qualifications propres. Et ce qu'on a appris, c'est que ce qui a donné suite au film essentiel, cette chaîne d'approvisionnement-là, elle est majeure. L'Association québécoise de la coopération internationale tient toute cette année son thème sur la sécurité alimentaire, puis on va participer avec eux là, pour ce secteur-là, pour faire des échanges. L'autre chose qu'on a appris aussi pendant la COVID, c'est que on dit aux employeurs, il faut libérer les gens un peu sur leur temps de travail, peut-être avant qu'ils commencent leur travail, une semaine ou deux avant, pour au moins qu'ils apprennent les droits civiques, un peu les principes de français. On en fait un peu de francisation. On n'est pas un organisme de francisation, mais on en fait. Et on avait développé avec un organisme communautaire un modèle particulier d'accueil. Puis là, ils nous disaient, bien non, c'est pas possible. Là. Alors, la COVID, on a fait venir les travailleurs 2 semaines à l'avance pour les isoler, puis leur dire comment prendre soin, puis pas contaminer personne, puis tout ça. On pourrait faire la même chose pour qu'ils aient un apprentissage minimal de base sur ne serait-ce que la culture du travail en français. Prenez par exemple la lecture des produits toxiques dangereux, les pesticides. Bien, si tu ne peux pas lire les consignes de danger, tu te mets ta santé et sécurité en péril. Là. On a vu, on a travailleurs, on a gagné une cause qui est maintenant bien connue sur la contamination d'un travailleur. Bien, peut-être s'il avait été à mesure de comprendre ces consignes-là, il y aurait eu moins de difficultés ou moins de contamination. Donc, on pense que oui, c'est faisable. La COVID nous a enseigné qu'ils sont des travailleurs essentiels, ils sont qualifiés, puis il y a moyen, avec les employeurs, qu'on s'entende, parce qu'actuellement, ils n'ont pas de voix, ceux qui ne sont pas syndiqués, surtout, parce qu'en plus, on les a désyndiqués dans le cas du travail, là, les petites fermes. Alors, il faut leur donner cette voix-là, puis la possibilité de s'organiser pour accéder à ces belles passerelles là, qu'on vient d'ouvrir là, pour eux. Je suis contente de vous entendre parce que ça allait être ma prochaine question. La francisation, quand j'en entends parler en lien avec le milieu agricole, on me dit « Ah non, mais ça, il faut oublier ça, c'est pas possible. Non, Ils n'auront pas le temps. Ils n'auront pas le temps. » Fait que, vous pensez qu'il y aurait moyen quand même de dégager un peu de temps quand ils sont ici, mais moi, je pense qu'aussi en amont, avant même qu'ils n'arrivent au Québec. Là, oui. Vous parlez de peut-être arriver quelques jours avant, ça, c'est une option peut-être, mais aussi avant qu'ils ne quittent leur pays d'origine. Oui. S'ils peuvent avoir des cours de francisation, ça aidera pour leur intégration quand ils arrivent ici, ou peut-être une fois qu'ils sont retournés aussi, de poursuivre la francisation? Oui, de poursuivre, effectivement, parce que le modèle... je sais que les syndicats, les TEAC notamment, ont négocié au Mexique, là, dans le cadre de nos accords de libre-échange et tout ça, avec les États pour savoir où venaient travailler. S'ils viennent au Québec, c'est sûr que c'est une dynamique différente que dans les autres provinces. Fait qu'il y a moyen de faire un peu de travail en amont, puis il y a moyen de faire un peu de travail à l'accueil aussi. Puis dans le cadre des fonctions, il y a des fonctions essentielles qui doivent être comprises dans le français, là, en matière de prévention des lésions professionnelles. Est-ce qu'il y en a qui le font déjà pendant les semaines où les travailleurs sont ici? Oui, Est-ce que des mesures de francisation, ça existe? Oui, ça existe. On en fait à Québec. On a fait à Québec. On a un projet pilote actuellement à l'île d'Orléans. C'est très populaire. Okay. Je vous dis que les travailleurs veulent apprendre le français. Ils désirent, bien sûr, quand tu travailles 12 heures par jour, c'est pas toujours évident, mais leur journée de congé, ils la passent à venir à nos ateliers de français à l'île d'Orléans. Il y a eu un reportage d'ailleurs de Radio-Canada là-dessus qui était vraiment excellent. Et c'est l'équipe du RATMAC, d'ailleurs, de Québec qui a participé au projet pilote, et c'est très populaire. Et maintenant, on a des bénévoles aussi qui viennent de donner un coup de main aussi au centre communautaire à l'île d'Orléans. C'est vraiment exceptionnel. Il faudrait les reproduire, ce type de situation. Propager la bonne nouvelle. Oui. Vous êtes bon là-dedans, là, de faire diffuser l'information. Fait que si vous pouvez la diffuser au sein de votre réseau, ça donnera l'idée à d'autres, certainement. Exact, exact. Sachant que mais je vous dis, les travailleurs veulent apprendre le français. Ouais. Ils veulent. Bien, ça, on le constate, parce que quand on regarde la ruée qu'il y a eu pour les inscriptions à Francisation Québec, manifestement, les gens répondent à l'appel, puis ils veulent être en action. Et il y a beaucoup de travailleurs temporaires qui se sont inscrits. Mais avec la participation des employeurs aussi, il y a moyen de libérer des travailleurs, d'aller chercher des fonds pour pas qu'ils soient perdants, puis qu'en même temps, ils puissent les libérer sur leurs heures de travail pour faire quelques heures de francisation. Ça serait gagnant-gagnant aussi. Tu sais, nous, on a des formes d'ateliers, mais
oui, c'est une forme de francisation, mais on n'est pas... c'est pas comme faire une francisation, là, c'est une base à tous les jours, 2 heures par jour, 3 heures par jour, là. Donc, mais puis ça, il y a des programmes qui existent. On nous en a présenté un il y a à peine quelques mois, là, où est-ce que c'est possible de faire des demandes pour être capable de libérer sur les heures de travail, puis que l'employeur ne soit pas perdant là-dedans, puis en même temps que les personnes puissent se former en français. Mais il faudrait publiciser ça, puis il faudrait qu'il y ait aussi un engagement de leur part, là, de ce côté-là, pour faire en sorte que ces travailleurs-là puissent apprendre le français. Pour qu'il y ait- On a un projet qu'on a déposé au fédéral, mais qui est tombé lettre morte, là, sur un programme adapté à l'accueil là, des travailleurs avec Judith Gigard et son organisation. Puis, on n'a pas pu aller plus loin que ça parce que là, bon, Mélanie l'a mentionné tout à l'heure, je pense qu'on devient contre-productif là, si on ne prend pas notre place dans l'accord Canada-Québec, puis aller chercher ce dont on a besoin au Québec là, pour franciser notre monde. Là. Je pense que ça, c'est important. Bien, merci pour ça. Alors, Madame la Présidente, je vais céder le droit de parole à une collègue. Alors, je me tourne du côté de la collègue de Lotbinière-Frontenac, qui vous reste 1 minute 45. Merci. Justement, ma question portait sur la francisation. Comment vous voyez l'engagement des employeurs? Je ne vous cacherai pas que c'est difficile avec les employeurs. Pour les employeurs, ces travailleurs-là sont là pour travailler et bien sûr, ils veulent le maximum d'heures là-dessus, ça soit bien sûr au profit des... Alors, la journée où on leur parle de les libérer, ça devient un peu plus problématique. Alors, dans ce sens-là, Mélanie en a parlé. Ce qu'on souhaite, c'est des programmes qui vont permettre justement à ces travailleurs-là, à l'employeur de ne pas perdre, et de l'autre côté, aux travailleurs de pouvoir se faire franciser. Donc, ça, c'est des temps de libération pour les travailleurs. Il n'y a pas d'autre manière de le faire. On le fait, comme je vous dis, d'une façon à l'île d'Orléans, d'une façon vraiment sommaire. C'est vraiment pas quelque chose qui est pour obtenir nécessairement un niveau 4, là, mais c'est un français de base qu'on commence avec eux, puis éventuellement, lorsqu'ils vont prendre des cours, ils vont pouvoir améliorer, bien sûr, leur niveau pour se rendre au niveau 4. Parce que l'objectif des travailleurs, c'est de venir vivre avec leur famille ici. Beaucoup pensaient que ces dernières années, que les travailleurs, non, voulaient retourner, ils ne voulaient pas revenir ici. Ils envient beaucoup notre système d'éducation, de santé, ce qu'ils n'ont pas au Guatemala, là. Et ils ont envie de voir leur famille, ils ont envie que leur famille vienne vivre ici, qu'ils apprennent le français, puis qu'ils deviennent des Québécois et des Canadiens comme tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on a fini cette première portion d'échange. On va se tourner du côté de l'opposition officielle avec 12 minutes 23, et c'est le député de Néligan. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, avocate. Je vais prendre quelques secondes pour vous remercier. Je sais que vous êtes un acteur. Je parle de vous, Monsieur Pilon. Merci pour votre intervention et surtout tout ce que vous faites au nom de ces travailleurs temporaires et étrangers. Je vous suis depuis quand même un bout et je tiens à vous saluer et à saluer les membres qui vous accompagnent. J'ai été interpellé par votre intervention. Vous êtes en commission parlementaire où il y a 2 scénarios sur la table. Depuis le mois de mai, je disais qu'il y a un scénario qui est absent. C'est le scénario des travailleurs temporaires étrangers. D'ailleurs, j'ai déposé un projet de loi, je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, on peut vous l'envoyer. Et aujourd'hui, pour le bénéfice des membres, vous avez dit que vous êtes allé chercher vous-même, votre organisme, 17 000 personnes à l'aéroport? Depuis le 1er janvier 2023. Non, mais tu peux faire la division par jour, là, c'est énorme. En fait, c'est qu'on est présent pour les accueillir. On leur remet l'agenda que tantôt Michel vous a présenté. Ouais. Et puis, systématiquement, on a comme raffiné nos procédures et nos processus et on obtient leur accord pour prendre leur nom et leurs coordonnées, ce qui nous permet de développer des tableaux de bord par la suite pour savoir où ils s'en vont.
Parce que ici, on parle, il y a des enjeux de données quand on parle de travailleurs étrangers temporaires. Je crois qu'on n'est pas les seuls à vouloir ces données-là. Donc, ça nous permet aussi de dresser des portraits sur dans quelle région, dans quelle entreprise. On a même les données par MRC par la suite. On a une équipe qui fait un travail extraordinaire là-dessus. Et c'est 17 500 à qui on a remis quelque chose. Je tiens à vous remercier au nom de ces personnes. Vous êtes la porte d'entrée pour ces travailleurs qui nous aident à avoir les prix qu'on a sur nos tablettes. C'est beaucoup de travailleurs agricoles, si ma mémoire elle est bonne. D'ailleurs, je tiens à saluer un organisme sur la rive sud, Complexe X, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui a organisé un grand tournoi de soccer. J'étais invité à la finale. C'était merveilleux de voir beaucoup de jeunes travailleurs. Et ça a été des célébrations magnifiques. Et je partage ce que vous avez dit sur leur volonté. Ils veulent, une bonne partie veut rester, veut savoir comment. Et c'est là où j'aimerais vous ramener. Ce n'est pas toutes les catégories à qui on peut donner une suite pour une résidence permanente. Ça, vous le savez. Maintenant, vu l'absence de la discussion sur les travailleurs temporaires étrangers. Au fait, on en discute. Il y a beaucoup de groupes. Vous n'êtes pas le premier groupe qui nous ont sensibilisés par rapport à ça. S'il y a quelque chose que vous aimeriez avoir dans la planification qui ne figure pas par rapport aux travailleurs temporaires étrangers, ça serait quoi? Bien, de toute façon, on a, je le dis dans notre mémoire, ce qu'on souhaite, c'est que ces travailleurs-là aient accès, au moins un accès à la résidence permanente, avec le niveau de français qu'ils ont besoin. La plupart, en fin de semaine, on avait une petite exposition sur des travailleurs. C'est une photographe qui a fait un peu l'histoire de ces travailleurs-là. Il y en a au total 54, mais on en avait une vingtaine à peu près là, en fin de semaine à l'île d'Orléans. Et une des particularités de ce que les travailleurs nous parlaient, c'est de vouloir être avec leur famille, de vouloir que leur famille vienne au Québec y vivre. Je pense qu'ils étaient unanimes, ils se disaient tous la même chose. Ils voulaient que leur famille vienne ici, ils s'ennuient de leur famille. Vous savez, il y a des travailleurs ici qui sont 11 mois et demi, ils ont des contrats de 2 ans, ils sont 11 mois et demi par année ici. C'est pas normal qu'un père de famille ne voit pas sa famille pendant 11 mois et demi de temps. C'est ça que moi, les débats hier et aujourd'hui, notamment, je fais référence à Québec réunifié, le groupe de ce matin. Nous sommes rendus à 36 000. Québec réunifié? Oui, ouais. C'est ça. Québec réunifié, 36 000 demandes en attente au fédéral par rapport au regroupement familial. Le regroupement familial, comme vous le savez, fait partie des seuils aussi. Donc, c'est comme un cercle vicieux. Et c'est là où votre présence dans cette commission, cette fois-ci, elle est tellement importante parce que cette réalité de travailleurs temporaires étrangers, ce n'est pas tout le monde qui est au courant. Ça nous a pris un grand effort pour vulgariser ça. Les gens pensent qu'il y a un seul moyen d'entrer, tout le monde vient en tant qu'immigrant. Il y a beaucoup de catégories. Le problème, c'est que nous sommes en train d'agir et de répondre à des besoins permanents. Comme vous êtes en train de me dire que c'est des 2 ans des contrats. Avant, les gens avaient en tête des travailleurs agricoles saisonniers, 3-4 mois. Quand on est rendu sur de 2 ans avec des permis fermés, vous avez bien évoqué les problèmes des permis fermés, là, c'est du permanent. Et là, j'ai le goût de vous poser une question. Est-ce que, avec les employeurs que vous êtes en contact et vous parlez, est-ce que les prévisions futures, c'est des besoins permanents ou des besoins temporaires? Bien, ce que je peux vous répondre là-dessus, c'est que dans le domaine agricole, il y a 2 sortes. Hein. Là, on parle du saisonnier. Le saisonnier dans le maraîcher, par exemple, sont à peu près 6-8 mois. Quand on parle, bien sûr, des Mexicains avec le programme des travailleurs saisonniers et le PTET, qu'on appelle le travailleur temporaire.
eux peuvent être là plus longtemps. Et dans le domaine animal, par exemple, porc, poulet, les œufs, tout ça, c'est du 12 mois par année qui sont ici. Dans les serres, c'est du 12 mois par année, c'est de l'agricole. Et je ne vous parlerai même pas de toute la transformation alimentaire, quand on parle d'Olimel, quand on parle des centres d'abattage et tout ça. Ces travailleurs-là ont des contrats de 3 ans. Ils retournent seulement 2 semaines par année voir leur famille. C'est ça, la situation. C'est pour ça qu'on souhaite que ces travailleurs-là puissent avoir accès à cette résidence et d'améliorer leur sort aussi. C'est un peu normal de vouloir améliorer son sort et améliorer le sort de leur famille, malheureusement, qui sont dans des pays pauvres. Et c'est pas normal pour moi qu'un père de famille, moi-même, je suis père de famille, je suis même grand-père, et c'est pas normal de ne pas voir ses enfants pendant 11 mois et demi de temps. C'est ça qu'on veut que ça change. On veut qu'on reconnaisse le droit de ces travailleurs-là de pouvoir immigrer en apprenant le français, bien sûr, et qu'ils puissent avoir un accès à la résidence permanente. Vous voulez ajouter quelque chose, oui? C'est bon? OK. Ah, c'est vous qui... Chef d'orchestre, magnifique. Écoutez, c'est difficile de dire juste une chose parce qu'il y a des enjeux. Moi, j'ai une vision de droit, hein, je suis juriste, fait que moi, si on respecte le droit au travail décent et nos engagements internationaux à l'égard du travail décent, ce qui veut dire quoi? Qui veut dire respect des normes du travail, égalité en emploi, protection sociale, ça, le Québec l'offre. Là où on n'est pas, c'est dans le dialogue social. Nous, on est la porte d'entrée, vous le dites. Bien, on veut être capable d'apporter notre voix. On a essayé d'approcher, il y a 2 ans, la Commission des partenaires du marché du travail. On dit, on ne s'occupe pas de ça, c'est des temporaires. Fait que le dialogue social... Attendez, si vous permettez, je vais vous arrêter une seconde. Oui, bien sûr. Vous avez vu le communiqué de presse de Mme la ministre hier? Là, il parle de donner le mandat à la CPMT d'étudier, mais vous êtes en train de me dire qu'ils vous ont dit qu'ils ne s'occupent pas des travailleurs temporaires? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Ouais. J'ai dit que par le passé, parce qu'on n'en tenait pas compte, la Commission des partenaires du marché du travail nous a dit, bien, non, vous ne devez pas être à la table. Mais nous, on pense qu'on a incité pour être à la table parce que, vous avez vu, la quantité, à tous les 2 ans, ça double. Et ça double dans tous les secteurs. On a une expertise, puis on veut la faire valoir. On est à la table des partenaires des TET, là, avec Agri-Carrière. Mais je pense qu'on a cette expertise-là. On sait dans chaque MRC où sont les travailleurs, quels sont leurs besoins. Fait qu'on veut être associé à ça. Moi, si je sortais d'ici, un vœu que j'aurais, c'est qu'on soit associé à ce dialogue social. Puis c'est le 4e pilier du travail décent, c'est de donner une voix aux travailleurs qui ne sont pas attendus. Et je vous le dis, en tout respect, c'est continuer ce combat. C'est un combat qui est juste parce qu'on parle des travailleurs. Ce n'est pas une marchandise. C'est des gens qui choisissent de venir. Ils font confiance. On parle du Canada. Oui. À l'échelle internationale, on parle du Canada. Les gens ont le choix d'aller ailleurs, mais ils ne veulent pas aller ailleurs. Ils choisissent de venir travailler chez nous. Mais quand on voit que pour la première fois, un rapporteur des Nations Unies vient au Canada et au Québec dire des choses pareilles, écoutez, ce n'est pas bon pour l'image de marque du Canada. Et je ne dis pas, vous l'avez très bien dit dans le reportage hier, M. Filon, c'est que je ne dis pas que c'est tous les employeurs qui font ça. Il y a une minorité, mais il ne faut pas que le gouvernement mette des lunettes qui l'empêchent plutôt de voir la réalité de ces travailleurs. Et c'est là où j'aimerais vous ramener. Et sentez-vous bien à l'aise de me répondre. Pourquoi, selon vous, le gouvernement du Québec favorise plus l'arrivée des temporaires que du permanent, sachant que, vous l'avez très bien dit, les besoins sont d'ordre permanent. C'est des jobs où on donne des contrats de 2-3 ans. Donc on sait que c'est permanent, mais on accepte de donner ramener des travailleurs temporaires, leur donner 2 semaines pour aller voir leurs enfants, leurs femmes, leur famille, etc. Parfois, c'est des couples séparés. Je pense que c'est de questionner aussi les décisions qui ont été prises au niveau politique, au niveau fédéral et même peut-être au niveau provincial. Mais le questionnement vient de beaucoup plus loin. Pourquoi avoir accès sur la main-d'œuvre étrangère plutôt que d'accès sur une main-d'œuvre permanente qui vient de s'établir ici? Donc, moi, je pense que on parle de pénurie de main-d'œuvre, pénurie ponctuelle de main-d'œuvre, pénurie temporaire de main-d'œuvre, mais en fait, on voit que la pénurie, elle est plutôt permanente et c'est vraiment lié aux différentes politiques qui ont été mises en place
il y a peut-être 10 ans ou 15 ans. Mais on ne se cachera pas que la venue de travailleurs étrangers, ça nous permet, vous avez parlé de marchandisation, ce n'est pas des marchandises, ces travailleurs-là. Donc, il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais juste rectifier quelque chose. Le nombre qu'on voit maintenant, c'est du jamais vu. Il n'était pas là, ça fait 10 ans. Je tiens à rectifier ça. Parce que s'il y avait, il y a 10 ans, en tout respect, le débat sera ailleurs. C'était du permanent. On n'a jamais eu les résultats pareils. D'ailleurs, Statistique Canada vient de le démontrer. Je vous invite à aller lire le dossier dans la presse aujourd'hui. Oui. L'explosion du temporaire. Vous-même, vous l'avez mentionné. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous avez accueilli 17 000 personnes. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les programmes actuels que nous avons, le programme des travailleurs étrangers temporaires, a été, et le volet peu spécialisé ou bas salaire maintenant. Ça a été les derniers mandats. Ça date de 10 ou 15 ans. Ça a commencé par un projet pilote. On s'est rendu compte que, c'est le fun. Ils viennent, mais ils repartent aussi. On n'est pas obligé de les garder. Donc, et on a la facilité aussi d'accéder à cette main-d'œuvre-là. C'est beaucoup moins long de faire venir un travailleur étranger temporaire que de faire venir quelqu'un sur une base permanente. Et là, on parle à la fois des démarches au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Terminé. Merci beaucoup. Merci pour ces réponses. On va terminer cette ronde d'échange avec les parlementaires avec le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour 4 minutes 8 secondes. Merci beaucoup. Merci énormément pour votre travail. Merci pour tout ce que vous faites. Vous nous mettez vraiment les images, les cas au quotidien. Là, il y a l'émission de la facture, mais il y a toutes les autres interventions. Vous avez parlé du film L'Essentiel. Je veux dire, on est vraiment capable avec vous de voir les histoires, de voir ces gens-là, de voir leur vie. Puis ça permet un éveil de certaines personnes ou de plusieurs personnes qui n'ont pas accès à ça autrement. Donc, vraiment, je veux saluer votre travail. J'ai une question. Je pense notamment aux abus de différents employeurs, notamment, que vous mettez de temps en temps là, de l'avant. Et IRCC, Immigration Canada, ne semble pas vraiment bien saisir, ou en tout cas ne semble pas saisir l'urgence, souvent, d'intervenir. Vous avez dit, bon, il y a le permis de travail ouvert pour personnes vulnérables qui est hautement inefficace ou très souvent inefficace. Je me pose la question, qu'est-ce que vous pensez d'une autorisation de travail qui serait émise par le Québec? Après tout, les normes de travail, c'est de compétence provinciale. Pourquoi le Québec ne prendrait pas les devants pour régler ça? Une autorisation de travail québécoise. Votre employeur est abusif. Nous, on n'accepte pas de perpétuer cette condition de travail-là. Voilà, je vous la dessert, votre autorisation de travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on pense que le Québec doit prendre sa juridiction, puis on est d'accord avec votre proposition par rapport à ça. Moi, je pense qu'une autorisation du Québec devrait... tout à fait. On fait des CAQ là, pour voir ces travailleurs-là. Même, on utilise le contrat de travail du MIFI. La plupart des employeurs qu'on retrouve, c'est le contrat de travail du MIFI. Mais c'est quoi un contrat de travail face à un permis fermé? Quel est le pouvoir du travailleur de négocier ses conditions de travail et tout ça? Bien que le Code civil, quand même, prévoit qu'il y a deux parties, l'employeur, l'employé, mais l'employé, lorsqu'il y a un permis fermé, il n'y a pas le choix. Ça s'appelle tu signes là, puis tu te fermes la boîte, là. C'est aussi simple que ça. Puis il y a d'autres scénarios. Je veux dire, on voyait récemment avec Olimel, par exemple, il y a des fermetures d'usines. Le fédéral ne semble pas vouloir bouger, malgré qu'il y a une motion unanime de l'Assemblée nationale pour qu'on leur octroie des permis de travail ouverts. Ça se passe pas. Donc, le Québec pourrait régler son problème en émettant, moi, j'autorise les travailleurs à avoir un permis de travail et on aurait une autorisation. Je veux dire, il y a les cas d'abus, mais il y a aussi tous les autres cas où, finalement, la PME, pas nécessairement, où l'entreprise n'est pas toujours fautive, mais où, finalement, ce sont encore les travailleurs-travailleuses qui écopent. Bien, moi, je dirais même plus loin que ça. Le Québec a le pouvoir aussi. Il accorde des CAQ. Hein? Donc, si on peut y passer par le CAQ puis dire au fédéral, il n'y aura pas de CAQ à quelqu'un qui a un permis fermé. Puis dorénavant, nous demandons, nous, des permis ouverts, puis qu'on va accorder les CAQ à seulement des permis ouverts. Exact. Pas de CAQ, pas de permis. Exactement. Donc, on n'aura pas le choix. Là. Le fédéral devront le faire. Donc, on est capable de le demander. On est capable de le demander puis de l'imposer au fédéral. En disant, nous, c'est une double juridiction. Donc, compte tenu de la double juridiction, nous, ce qu'on demande, c'est que au niveau de nos CAQ, c'est des permis ouverts. Point. Excellent. Je vous amène sur un autre terrain. Votre mémoire parle de régularisation de statut. Vous parlez de personnes sans statut au sens large, inclusif et permanent, mais vous dites pour les travailleurs migrants agricoles et transformation alimentaire. Est-ce que vous limitez votre proposition à ces deux cadres d'emploi ou vous êtes inclusif et large?
Pas nécessairement, mais pour l'instant, c'est certain que notre créneau, nous, c'est la transformation alimentaire et l'agricole. C'est quand même beaucoup de monde, là. Quand on parle de 38 000 agricoles, on peut parler à peu près de 20 000 en matière de transformation alimentaire. Donc, à peu près 52 000, si je me souviens bien, là, au total, de travailleurs temporaires. Ça, c'est dans les deux. Exactement. Alors, dans tout ce qu'on appelle l'agroalimentaire, là, c'est quand même beaucoup de monde qui viennent à chaque année là, travailler dans les usines de transformation. Parce que dans le film, on voit qu'il y en a plein sans permis aussi. Dans le sens oui, tout à fait, il y en a plein. Ça, c'est sûr qu'on sait avec permis. Ah oui, tout à fait. Puis on envoie M. Jean Lemay, ne pas dire lui, à la facture, on le voit très bien. Il allait chercher les travailleurs directement dans les hôtels. Puis il recrutait directement les hôtels. Il n'y avait aucun permis. Puis il les faisait travailler. Ou il les fait venir parce qu'il y avait son agence de recrutement au Mexique avec des permis de tourisme du Mexique pour les faire travailler au noir. Et ça a été que ça. Il y a 2 ans qu'on a sorti les travailleurs là-bas, là, c'est le RATMAC qui les a sortis, là, les travailleurs, c'est 243 travailleurs qu'on a sortis de là, qui étaient carrément, c'était de la traite humaine, point à la ligne. Là. Alors, à un moment donné, il faut que ça cesse, cette affaire. Il faut que ça cesse. Et la seule manière pour nous de revenir... Mais oui, le temps est écoulé. Écoutez, merci beaucoup pour l'apport à nos travaux. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexions à l'intérieur de ça. M. Gagnon, Mme Gagnon, M. Pilon, M. Gauvin, M. Pellerin. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et je suspends les travaux le temps de recevoir le prochain groupe. Merci.